Bonjour à tous. Donc cet enregistrement est en fait un déroulé du Hands the Lab fait à Devoxx France 2019 avec Riyad Daimen, Sylvain Vallès et moi-même, Zouer Kadi. Et le titre du TP était Elasticsearch Retour aux sources. Donc le TP est disponible en ligne grâce à cette URL shortenée. Si vous la saisissez, vous allez tomber sur ce déroulé en fait qui est un Google Doc qui présente l'ensemble du TP. Alors en fait, il comprend deux types d'exercices indépendants. Les exercices 1 et 2 qui sont une suite logique destinée plutôt aux débutants et l'exercice 3 qui est un use case concret. Alors, il s'appuie sur un jeu de données réaliste et il exige une bonne connaissance de la stack élastique, notamment de Logstash. Alors pour cette partie, nous ne verrons que le chargement des données grâce à Logstash. Le reste aura été vu en détail dans les exercices précédents. Les prérequis pour réaliser le TP sont les suivants. Donc, il faut que vous ayez Git sur votre machine. Il faut que vous ayez Docker. Si vous optez pour la version containerisée des conteneurs, des serveurs élastiques Kibana. Sinon, il vous faut un JDK ou un OpenJDK en version supérieure ou égale à la 8. Et enfin, nous réaliserons les appels REST grâce au Kibana DevTools. Donc, il vous faut donc à minima Kibana et Elasticsearch. Et si vous souhaitez faire l'exercice 3, il faut également installer Logstash. Alors, je vais vous présenter un petit peu quelques éléments théoriques et également le plan du TP, ou disons la philosophie et la progression des exercices. Donc, le premier exercice consistera en la gestion des index. Alors, disons que si on souhaite faire un comparatif avec les bases de données relationnelles, une base de données relationnelle peut contenir des databases qui elles-mêmes peut contenir des tables, qui elle-même contient des rows, qui elle-même contient des colonnes. Alors, dans le même ordre d'esprit, Elasticsearch contient des index, qui eux-mêmes contiennent des types, qui eux-mêmes contiennent des documents, qui sont constitués de fields. Alors, il faut signaler que la notion de type, qui est l'équivalent d'une table dans une base de données relationnelle, est dépréciée depuis la version 6 et a été supprimée à partir de la version 7, qui a déjà été réalisé. Il existe deux modes de création des index. Le mode de création automatique lors de l'indexation des données, c'est le mode par défaut, ou le mode lorsqu'on positionne la properties action.autocreateIndex à true dans le fichier elasticsearch.yaml. On peut également le faire grâce à une API dédiée, ou alors si on positionne la property action.autocreateIndex à false dans le fichier de properties, ce qui empêche la création automatique lors de l'indexation de documents. Alors, quand on crée un index, on adresse trois parties en fait. On adresse les settings, les mappings et les alias. Les settings correspondent à la structure de l'index, notamment à ce qui concerne la distribution, le nombre de shards, et la répartition pour la tolérance aux pannes, le nombre de réplicas. Alors, on peut également y créer des analyseurs personnalisés. Le mapping correspond, si on fait toujours le parallèle avec une base de données relationnelle, c'est l'équivalent d'un schéma d'une base de données relationnelle. C'est le typage et la structure de vos données. Alors, typiquement, ce que nous avons ici, c'est nous créons un index dont le type est _doc et qui contient les champs suivants. Le champ city, qui est de type chaîne de caractères analysé avec un analyseur standard, et un champ imbriqué grâce au mot-clé fields, dont le nom est row et qui est de type keyword. On peut également contrôler la gestion des index ou la création des index grâce à des templates. Alors, nous créons ici un template grâce au endpoint template dont le nom est template myIndex. Et tous les index dont le nom est myIndex, ou en tout cas dont le nom commence par myIndex ou par test ou qui s'appelle TP, auront les settings suivants: nombre de shards 1, nombre de réplicas 0. Alors, nous allons ensuite faire dans le TP des recherches. Alors, disons qu'une recherche s'écrit de la sorte. On invoque une recherche grâce au verbe REST get ou post, suivi du nom de l'index sur lequel on souhaite faire la requête, suivi du endpoint _search, puis on écrit le body request de notre query. Donc, quand on fait des filtres, on adresse des valeurs exactes, des valeurs discrètes
comme des dates, des entiers, des booléens ou des chaînes de caractères de type keyword. Et on a des réponses de type oui-non ou des réponses suite à des recherches sur des intervalles. On peut également faire des recherches full text. Alors, une recherche full text, c'est pour la comprendre réellement, il faut comprendre comment on indexe des données et comment on fait des queries. Donc, quand on indexe des données, dans l'étape d'indexation des données, si par exemple on souhaite indexer ces 3 documents, 1, 2, 3, qui contiennent le champ appname et les chaînes de caractères indiquées, en fait, chaque document est ajouté à ce qu'on appelle un inverted index, qui est un tableau à double entrée où on aura d'un côté les tokens indexés et de l'autre les documents qui les contiennent. C'est une version simplifiée, bien entendu, mais c'est une des parties essentielles pour comprendre l'indexation. Donc, quand on indexe ces données, elles passent par ce qu'on appelle un analyseur. Alors, un analyseur contient, dans sa version la plus complète, les 3 traitements suivants: char filter, tokenizer et token filter. Pour comprendre un char filter, disons qu'on va donner plutôt un exemple. Si on souhaite indexer une page HTML et qu'on ne souhaite pas indexer les balises HTML, il existe des char filters qui permettent d'indexer le texte sans indexer les balises HTML. Un tokenizer, comme son nom l'indique, fragmente la chaîne de caractères en tokens. Et enfin, les filters sont un ensemble de traitements chaînés plus ou moins poussés. Dans la version standard, c'est quand on utilise un analyseur de type texte, le seul traitement qui est fait est une réduction de la casse en lowercase des tokens stockés. Donc ça, c'était la partie indexation. Donc quand on fait une recherche, une query, la query suivante est query de type match sur le champ appname pour le token draw. Donc cette chaîne est dans un premier temps, il y a dans un premier temps une analyse du contexte. Si un contexte de type full text est détecté, la chaîne va passer par l'analyseur du champ en question. Donc le token qui est issu de cette analyse va être comparé à l'inverted index, et les documents trouvés, on va appliquer aux documents trouvés un algorithme de similarité pour calculer un score. Et les réponses seront retournées à l'utilisateur par ordre de score décroissant. L'algorithme qui était utilisé jusqu'à la version 5 d'Elasticsearch était la Lucene Practical Scoring Function, qui s'appuyait sur le vector space model avec 2 valeurs caractéristiques, la term frequency et l'inverse document frequency. Term frequency, disons que ça correspond au fait que plus le terme apparaît dans le document, plus le score sera élevé. Inverse document frequency, plus le terme est abondant dans l'ensemble des autres documents indexés, plus le score est bas. Pour distinguer disons que l'objectif était de distinguer les mots fréquents des mots rares sur l'ensemble des documents. Depuis la version 5 d'Elasticsearch, qui embarque Lucene en version 6, on est passé de la Lucene Practical Scoring Function à la OBM25, qui s'appuie également sur les notions de TF-IDF. Simplement, les bases théoriques pour leur calcul sont différentes. Et on utilise le Probabilistic Relevance Model, qui est considéré comme l'état de l'art actuel sur tout ce qui est recherche full text. Et c'est un mode de calcul qui autorise plus de finesse dans la prise en compte des concepts de TF-IDF. Alors, dans le TP, nous allons commencer par une match query basique, un cas un petit peu trivial, et nous allons ensuite voir comment on passe d'une recherche que je qualifierais d'old school à une recherche plus moderne, un seul champ de recherche, et comment dispatcher les tokens recherchés sur l'ensemble des champs de mon document indexé, en jouant sur la pondération et en jouant sur différents éléments. On va ensuite voir le partial matching, dont une des utilisations les plus fréquentes est la recherche de type type as you search. On saisit des caractères et on suggère à l'utilisateur des résultats possibles. Et on va en voir la version, ou en tout cas une des versions les plus efficaces, à savoir l'indexation avec des ngengrammes. Et enfin, nous allons voir des indexations avec une spécificité liée au langage. Donc, nous allons commencer le TP. Et la première chose à faire, c'est l'installation, enfin pas l'installation, mais la création
des zones de travail. On crée sous la home le répertoire élastique et le répertoire download et on se positionne sur le dossier élastique. Ensuite, on va cloner le repo Git qui contient un certain nombre de, en tout cas, les réponses à vos exercices et également des jeux de données. Donc le repo est à récupérer, du compte Zouerkadi et il s'intitule All Elastic Devoxx FR. Alors une fois qu'on a téléchargé le repo Git, on doit avoir l'arborescence suivante. Alors j'utilise la commande tree pour avoir mon arborescence. Donc j'ai mon repo élastique qui est ici, qui contient 2 sous-répertoires, un dossier Docker et un dossier on-premise. Donc on va ensuite lancer la version dockerisée du conteneur grâce à la commande docker compose, -f pour pointer sur le fichier qui contient la configuration Docker, et le fichier est exécuté. Le fichier à exécuter se situe sous votre repo git /docker/dockercompose-ek-sa.yml et puis la commande up pour lancer les conteneurs. Donc le premier lancement du conteneur va être un petit peu lent parce que vous allez faire un pool des versions dockerisées, mais comme la commande a déjà été exécutée sur ce poste, ça lance tout simplement un serveur élastique et un serveur Kibana. Donc les serveurs sont en cours de lancement. Voilà, ça mouline un petit peu. Donc ce qu'on va faire là, en fait, on va tout simplement les arrêter et voir comment on lance. Je les arrête proprement avec la commande docker compose-down, enfin -f notre fichier down. Donc je les arrête proprement. Et ensuite, alors j'avais oublié de le faire au lancement du TP, je vais supprimer leur installation préalable et je vais vous montrer comment faire une installation standalone avec le fichier que j'ai mis à votre disposition. Pour faire une installation standalone, il suffit d'exécuter ce shell. En fait, il va vous télécharger les TarGZ d'Elasticsearch, Logstash et Kibana en version 6.6.0. Si vous voulez changer de version, il suffit de changer le numéro de version ici. Alors, le fichier, dans un premier temps, contrôle que les TarGZ installés sont présents dans le sous-répertoire download. S'ils sont présents, ils ne téléchargent pas, ils se contentent de dézipper et de faire ce qui nous permet d'économiser la partie download pour le lancement du TP. Voilà. Donc je prépare la commande qui me permet de voir l'arborescence une fois les téléchargements et la décompression faite. Donc c'est la commande tree-d-l de niveau de répertoire. Donc la décompression est en cours. Voilà, la décompression est faite. Je fais la commande tree. Donc vous voyez, j'ai maintenant mon repo Git, mais également Kibana, Logstash et Elasticsearch que j'ai renommé en Search, qui ont été décompressés. Si je fais une visualisation en 3 niveaux, j'ai donc les trois binaires qui ont été décompressés et prêts à l'utilisation. Pour lancer Elastic en version standalone, je pointe tout simplement vers le fichier SH qui en permet le lancement et qui se trouve sous Search, enfin, ou Elasticsearch si vous n'avez pas renommé. Numéro de version, bin, Elastic. Et ça va me lancer Elasticsearch, donc c'est un petit peu long. J'ouvre un navigateur pour contrôler que mon serveur tourne bien. Donc par défaut, Elastic tourne sur le port 9200. Le lancement est en cours, c'est pour ça que je n'ai rien. Voilà. Donc là, on a un nœud qui a ce nom, qui tourne sous ce cluster, qui s'exécute sur mon poste de travail. Donc je vais maintenant lancer Kibana en pointant sur le SH de lancement.
Kibana va se lancer sur mon poste de travail. Donc, en attendant, je prépare un navigateur qui me permet de contrôler que Kibana tourne bien sur mon poste, sur le port par défaut qui est 5601. Voilà, le serveur est en train de se lancer. Et là, j'ai mon Kibana qui tourne. Alors, pour faire vos requêtes, on va utiliser les DevTools qui sont ici avec cette petite clé à molette. Voilà, donc on clique dessus. Et il s'affiche donc une espèce d'IDE dans le navigateur qui contient l'ensemble, qui contient, disons, à gauche la possibilité de saisir des requêtes et à droite le résultat des requêtes exécutées. Voilà, notre installation est correcte. On va donc démarrer le TP proprement dit. Et on démarre ici. Donc, les installations sont faites. Nous sommes en version standalone. Et la première requête qu'on peut faire, c'est celle-ci, c'est un search sur tous les index, et le résultat qui s'affiche sur le panneau de droite. Donc, première série d'exercices, gestion des index. Donc, la première question que je vous pose, c'est donc en rapport avec l'autocréation, et on vous demande de créer un index par injection de données avec la requête post ci-dessous. Donc, j'exécute la requête. Donc, un warning s'affiche disant qu'à partir de la version 7, le nombre de shards et de réplicas créés par défaut va changer. Voilà. Afficher les caractéristiques de l'index nouvellement créé. Donc, on le fait tout simplement avec un get suivi du nom de l'index qui est, on va le copier pour ne pas faire de coquille. Et donc, nous avons la partie mapping qui contient les champs qui correspondent à mon dataset que je viens d'injecter, donc app name, catégorie, last updated et dernier champ rating, et la partie settings avec le nombre de shards de 5 et le nombre de réplicas de 1. Donc les règles qui gouvernent la création, l'autocréation d'index, en fait, sont des règles d'inférence. Quand on a une chaîne de caractères, elle est indexée de deux manières différentes, avec un analyseur de type texte, c'est-à-dire un analyseur standard, et avec un champ imbriqué qui s'appelle keyword. Donc la chaîne va être indexée telle qu'elle, y compris la casse, avec une limite de 256 caractères. Quand on a des chaînes de caractères qui ont des patterns particuliers, elles vont être là, en l'occurrence, indexées au format date. Et enfin, les types primitifs sont indexés dans le type correspondant. Là, nous avons un float qui est indexé en float. Donc, on va ensuite voir la création de templates. Donc, durant ce TP, nous voulons faire en sorte que tous les index créés aient un shard et 0 réplica. Nous allons donc créer un template que nous appellerons template all devoxfr, possédant ces caractéristiques. Donc, un template, on l'écrit, on y accède grâce au endpoint template. Ensuite, on donne son nom. On donne l'index pattern. On donne un tableau de nom. Là, on en aura un seul. Et notre pattern sera all devoxfr étoile. Donc, tous les index qui s'appelleront all underscore devoxfr suivi de n'importe quoi auront les caractéristiques suivantes. Ils auront un number of shards de 1 et un number of replica de 0. Voilà, j'exécute. Alors, je pense que c'est index patterns au pluriel. Voilà, donc mon template est créé. Je vais ensuite créer un index sur la base du template que je viens de créer, en injectant tout simplement des données et en veillant à ce que le nom de l'index corresponde au template défini dans mon pattern.
Voilà, donc error false, mon index a bien été créé, je peux le constater sur le panneau de droite. Vérifier que l'index nouvellement créé possède bien les caractéristiques définies dans le template. Donc on fait un get sur l'index qui s'appelle allDevoxFR 1.3, tout simplement. Donc on a toujours nos deux parties. Donc la partie mapping qui possède les règles d'inférence par défaut, que j'ai évoquées précédemment, et la partie settings qui là correspond à ce que j'ai dans mon template, c'est-à-dire qu'on a un seul shard et 0 réplica. Si je compare avec ce que j'ai eu précédemment, pour bien vous montrer que c'est différent, donc je refais le get ici, et donc là j'ai 5 shards et 1 réplica. Alors je vais faire juste une petite digression vite fait pour bien vous montrer que un template peut également adresser la partie mapping. Donc je vais créer un template qui a pour nom template allDevoxFR bis, donc c'est un nom différent, qui a un index pattern qui correspond à all underscore test étoile, qui a les settings analogues, ou en tout cas identiques à ce que j'ai défini précédemment. Un nombre de shards de 1, un nombre de réplicas de 0, mais je vais également définir des mappings. Donc, comme je suis encore en version 6, il me faut un type, mais sachez qu'à partir de la version 7, vous n'avez plus besoin de mettre de type. Vous pouvez mettre directement des properties. Et en properties, je vais en définir une seule. Donc ma property s'appelle flag. Et cette property, je dis qu'elle a le type keyword. Voilà, donc mon template est fait. Voilà, il est créé. Alors j'ai déjà préparé le jeu d'essai. J'ai déjà un index qui s'appelle, qui a le template correspondant, un template de nom correspondant à ce que j'ai défini dans le template précédent. Donc il a à peu près les mêmes champs que mes index 1 et 3. Simplement, il a un champ supplémentaire qui s'appelle flag, qui est de type chaîne de caractères. Donc j'injecte ces données et quand je consulte ou quand je contrôle son mapping, donc j'ai un mapping qui est inféré pour tous les champs qui n'ont pas été définis dans mon template. Par contre, le champ flag a bien le typage que j'ai défini dans mon template. Et les settings, bien entendu, sont identiques aussi. Voilà, donc gardez bien à l'esprit que quand on fait un template, on peut adresser la partie settings, mapping, également la partie alias, mais je ne l'évoque pas dans ce TP. Donc on va maintenant créer un index avec un mapping personnalisé et on me demande de créer un index avec les caractéristiques suivantes. Donc le nom de mon index est allDevoxFR 1.4, donc nom de l'index. Son type est underscore doc et il a les properties suivantes. Donc, il a un champ appname qui est de type chaîne de caractères analysée. Donc, j'aurais pu rajouter analyseur standard. Donc, je vais juste écrire le template de ce que je vais saisir pour éviter. Donc, premier champ appname de type chaîne de caractères analysée, analyseur standard. Deuxième champ catégorie, chaîne de caractères non analysée. Donc, catégorie type keyword. Troisième champ, last updated de type date. Donc le nom last updated et le type est date. Et enfin, dernier champ, rating, le champ rating ici, de type double.
Voilà, donc j'ai créé mon mapping et je dois avoir une erreur. Légal argument exception. Ah oui, je vois mon erreur. Ce que j'ai oublié ici, c'est la partie, évidemment, mapping. C'est ce que je crée. J'indente correctement pour que ce soit... Voilà. Keyword, une petite coquille ici. Voilà, donc mon index est créé. Et je peux maintenant indexer des données sur l'index nouvellement créé. L'indexation se passe bien. Et donc, je vérifie que mon index contient bien. Donc, pour faire les vérifications de l'index sur l'index, je saisis son nom, tout simplement. Et je vérifie qu'il contient bien donc, un seul char des 0 réplica et qu'il a un mapping différent de celui qui est inséré par défaut. Donc ça, je le vois principalement avec les champs appname qui sont uniquement de type texte, le champ catégorie qui est uniquement de type keyword et le champ rating qui n'est pas de type float mais de type double. Donc, alors, on peut poser la question suivante, pourquoi faire un mapping personnalisé et ne pas faire un mapping inféré? L'inférence, en fait, est intéressante quand on commence à travailler, quand on veut travailler vite. Mais si, par exemple, on a des index volumineux, le fait d'avoir une double indexation texte et keyword sera consommatrice à l'indexation. Et elle sera également consommatrice de capacité de capacité disque, puisqu'on indexe un petit peu plus de données. Voilà, donc ça répond à ce type de problématique, quand on veut contrôler ce qu'on indexe et quand on commence à avoir des problématiques de taille ou éventuellement d'efficacité en vitesse d'indexation. Voilà, donc nous passons ensuite à la suppression des index. Donc la partie gestion des alias est corrigée dans le TP, donc je ne la traite pas dans cette vidéo. Et nous passons directement à la suppression des index. Et je vais montrer comment supprimer les index temporaires que j'ai créés pour la démo des templates avec du setting et du mapping. Donc, pour supprimer l'index, on peut déjà voir s'il existe ou pas avec le verbe rest head qui envoie une réponse 202 si l'index existe ou 404 si l'index n'existe pas. Donc, 202, réponse OK. Donc là, je peux faire une suppression tout simplement avec le verbe rest delete et en saisissant le nom de l'index. La suppression est effective. Si je reconsulte l'existence ou non, j'ai une 404 not found. Donc la suppression est bien effective. Donc le corrigé du TP est présent dans cette branche Git. Et nous passons aux recherches, en évoquant dans un premier temps les filtres, avec pour objectif de comprendre pour quel type de mapping les filtres sont pertinents, mais également une syntaxe de quelques requêtes contenant des filtres, termes et range. Alors, notre premier index de travail est l'index all-devoxfr 1.1. Et on me demande de trouver quels sont les documents dont la catégorie est exactement Art and Design. Donc, je vais le faire avec 3 types de requêtes différentes. Je vais faire une compound query de type bool. Donc, je vais faire un get, nom de l'index endpoint search, query, bool, should, match all. Donc cette requête me donne tous les éléments de mon index. Alors, notez ici bien le score 1, c'est-à-dire que je lui demande de tout me donner. Donc il répond tout, mais il ne calcule pas le score, ce qui permet d'être un peu plus économique en CPU. C'est également quelque chose qui va changer à la version 7 et ne va pas tout ramener. Il va donner juste, ça va être planifié parce que ce type de requête est un petit peu consommateur quand on envoie tout. Alors, à cette requête, je rajoute un filtre. Mon filtre est de type terme. Je filtre sur le champ catégorie et je veux la chaîne Art and Design.
J'exécute, je n'ai rien. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Donc, on va faire ensuite une requête, une compound query de type bool filter. Donc, endpoint, ensuite query, bool, et ici on peut mettre directement un filtre. Donc c'est uniquement une requête de type filtre, et je peux mettre le terme catégorie, c'est le champ sur lequel je fais la recherche, chaîne, art and design. Voilà, je n'ai rien. Dernier type de requête, la constante score query. Donc le endpoint query. Voilà, tout simplement comme ceci. Je la mets bien au milieu pour que vous la voyez bien. Et donc, j'adresse le champ catégorie et je cherche la chaîne Art and Design. Voilà, je n'ai rien. Alors, si vous me posez la question, ou en tout cas, si vous vous posez la question de savoir pourquoi il y a différents types de requêtes avec des filtres, c'est qu'ils ont des cas d'utilisation différents. Et donc, je vous renvoie à la documentation officielle pour voir les différents cas d'utilisation, les différents cas d'usage. Alors, donc, le document ne devrait pas être trouvé. Pour quelle raison? Effectivement, il faut analyser pourquoi. Donc, on l'a déjà fait, mais on le refait quand même avec une requête un peu plus simple. On vérifie quand on a ce type de problème qu'on a bien des données dans notre index en faisant un search tout simple qui interroge tout l'index. Donc, on a bien des documents qui contiennent la chaîne Art and Design. Donc, il y a un truc louche qui se passe. Donc, on va utiliser, pour comprendre un peu ce qui se passe, le endpoint analyze pour voir comment indexer le champ catégorie. Donc, je vais faire un get. Simplement, je ne vais pas accéder au endpoint search, mais le endpoint analyze. Et cet endpoint prend deux paramètres. Le texte que je souhaite analyser, qui est art and design, et le champ sur lequel je souhaite. En fait, je vais donner comme argument soit un analyseur, soit le champ qui contient ce texte et qui fait l'objet de cette analyse. Donc là, le champ, le fields, je vais mettre un field et je vais mettre son nom qui est catégorie. Donc quand on analyse la chaîne Art and Design, on a comme réponse en fait 3 tokens. Art and Design, dont la casse est réduite. Donc en fait, tout se passe comme si cette chaîne-là était transformée en 3 tokens tokenisés sur le tiret. Donc, il est donc normal que je ne trouve pas cette chaîne. Quelle solution peut-on envisager pour remédier à cette situation? En fait, là, vous avez bien vu que quand on faisait l'analyse, je vais juste recopier pour aller vite la requête précédente, car il s'agit également d'une analyse. Quand on fait une analyse sur le champ catégorie.keyword, parce que je l'ai eu en autocomplétion, je vais voir comment se comporte ce champ. Ah, là, du coup, j'ai bien la chaîne stockée telle qu'elle est indiquée dans le champ texte. Donc, il est très probable que je dois faire les filtres sur un champ de type keyword. Donc, je vais tout simplement refaire mon filtre. Donc, get nom de l'index alldevoxfr11 underscore endpoint search query. Donc, je vais utiliser la version simple bool filter. Et je fais ma requête sur le champ catégorie.keyword et art and design. Et là, normalement, je trouverai une réponse. Oui, j'ai une réponse et j'ai donc une réponse à ma requête. Si j'adressais l'index 1.4 qui a un mapping un petit peu différent, donc dans ce champ-là, le champ catégorie a le type
keyword, ce qu'on peut voir sur le panneau de droite. Donc là, je peux faire la même requête, en tout cas une requête analogue, simplement quand je saisis ici, sur le terme, je peux directement accéder au champ catégorie. Alors, un cat ici. Quand j'adresse le champ catégorie, qui est de type keyword, j'ai ma réponse. Voilà. Donc voilà les deux possibilités qui dépendent de la façon dont est indexée la donnée. Donc le corrigé de cet exercice est disponible sur cette branche. Donc la STEP 211 solution. On va faire maintenant quelques exemples un petit peu plus poussés de recherche de type filtre en chargeant un jeu d'essai. Où suis-je? Voilà, donc je me positionne sur mon repo Git. Je change de branche, la branche qui contient mon jeu d'essai. Et je le charge. Donc, on voit déjà ce qu'il contient. Donc c'est tout simplement un post sur un index qui s'appelle AllDevOxFR Filter d'un jeu d'essai qui a été inspiré très largement de données récupérées du site Kaggle. Alors le site Kaggle met à disposition des datasets réalistes provenant de différentes sources. Et là, il s'agit de données qui décrivent des applications dans le Google Play Store. Et j'ai réduit un petit peu le nombre de lignes pour que l'exercice soit rapide. Voilà, donc j'injecte mon jeu d'essai quand le terminal me rendra la main. Voilà. Ah, je me suis trompé. Ça rame un petit peu, voilà. J'enlève le VI, j'exécute la requête, mes données sont ajoutées, je retourne dans mon IDE. Alors je vais déjà faire un get suivi du nom de l'index pour voir si tout s'est bien passé. Voilà, donc j'ai bien des données, en tout cas un type qui a été inféré, et quand je fais un search, j'ai bien quelques documents qui sont stockés et qui contiennent les champs appname, type, genre, etc. Donc on me demande quels sont tous les documents de la catégorie Art and Design. Donc c'est à peu près la même requête que précédemment. Query. Ensuite, je remonte un petit peu. Pool. Filter. Terme. Et on me demande champ catégorie Art _du-bas and Design. Pourquoi je n'ai rien? Parce qu'il faut que j'accède le typage du champ catégorie.keyword. Voilà. Et je n'ai toujours rien. Pourquoi? Petite... Ah oui, voilà, parce que j'ai ici, comme ça. J'exécute la requête et j'ai donc 4 documents retournés qui contiennent le token Art and Design, en tout cas la chaîne de caractères Art and Design. Deuxième question, quels sont tous les documents pour lesquels le champ Last Updated est compris entre le 1er et le 31 décembre 2017? Donc, je saisis ma requête. Endpoint Search, Query, Bool, Filter, Terme, champ Last Updated. Alors, ce n'est pas un terme, pardon. C'est un intervalle, donc c'est un range. C'est une range query sur le champ Last Updated. GTE, c'est-à-dire greater than or equal 2017 1 lower than or equal 2017 12 31. Et donc j'ai une réponse d'un document qui est de septembre. Dernière requête, quels sont les documents dont le rating est strictement supérieur à 4,6? Alors là, on va faire une requête légèrement différente. On va faire un get sur l'index en accédant endpoint search,
query. On va faire une compound query de type bool, mais avec un contexte de type should, une booléenne. Je vais faire un match all, c'est-à-dire tous les documents. Alors, je l'exécute déjà pour voir si tout se passe bien. Ça marche. Et je vais demander, et je vais faire ensuite le filtre de type range, et je veux les documents dont le rating est strictement supérieur. Donc c'est uniquement greater than, sans le equal, et 4.6. Donc j'exécute, et je n'ai rien. Pourquoi? Parce que j'ai dû faire une coquille, parce que je n'ai pas mis le nom du champ. Il faut mettre le nom du champ ici. J'exécute, et donc j'ai bien une réponse, donc un champ qui a un rating de 4,7. Alors pourquoi j'ai mis cette requête de contexte un peu mixte? Parce on utilise souvent des filtres pour, dans un premier temps, filtrer un certain nombre de données de notre corpus, puis en leur faisant, plutôt qu'un match all, plutôt ici un contexte de type match. Et un contexte quelconque ici, alors je peux mettre par exemple appname, qui contient la chaîne bow masters. Si j'exécute, voilà. Donc j'ai une requête de type full text avec un filtre. Donc le moteur fait dans un premier temps un filtre et aux données, il va faire une recherche full text sur les données filtrées. Remarquez qu'ici, nous avons le calcul d'un score. C'est-à-dire que quand il y a un contexte mixte, recherche full text et filtre, c'est le contexte full text qui l'emporte. Je vais juste remettre le match all pour vous montrer que c'est différent. Donc, quand on fait un match all, on ramène tout, il n'y a pas de calcul de score, et là, le score est de 1. Et le score sera de 1 pour tous les documents matchés, ou en tout cas retournés par le moteur. Donc, voici pour les filtres. Donc, la solution du TP est dans la branche step de 112, solution. Et nous passons maintenant aux recherches full text. Alors, nous allons faire une recherche triviale sur un champ unique, c'est-à-dire que je fais juste un match sur un champ, donc avec les documents qui ne contiennent qu'un seul champ. Donc je vais dans un premier temps poster mon jeu d'essai. Ensuite, on me demande quels sont tous les documents qui contiennent le terme draw dans le champ appname. Donc cette requête est simple. Donc, il suffit simplement de faire un get sur l'index, puis un search en faisant une query de type match. Alors, le champ est le champ appname et je cherche la chaîne de caractères draw. J'exécute et j'ai donc les trois champs de mon index qui contiennent tous la chaîne draw et donc j'ai les résultats retournés par ordre de score décroissant. Donc 0,15, 0,13 puis 0,11. Ce qu'on peut consulter sur le panneau de droite. On me demande ensuite pour comprendre le score lorsqu'on fait une recherche unique. Donc, comment se décompose le score du premier document trouvé dans la requête précédente. Donc, je vais déjà repérer son identifiant. Donc, c'est le document d'identifiant 3. Alors, pour afficher le score, ou en tout cas le détail du calcul du score, il faut accéder au endpoint. Donc, je vais d'abord filtrer le document, comme ceci. Et ensuite, je vais faire accéder au endpoint explain, puis en mettant ensuite la même requête que précédemment, tout simplement. J'exécute. Et j'ai donc ici le détail du calcul du score. Alors, je vais réduire un petit peu sur le panneau de droite pour en extraire ce qui est le plus intéressant. Donc, je réduis un petit peu, ici et là. J'ai trop réduit. J'ai trop réduit encore. Ici, il faut réduire là. Voilà. Donc, mon score de 0,15 ou 0,155 est constitué du produit de ce qui est appelé ici l'IDF, dont la formule de calcul est ici. Donc, c'est cette chaîne, enfin cette valeur en tout cas. Multiplié par la terme fréquency, ici.
si je fais la somme, j'ai bien 0, 154, 6, etc. Donc 0, 154, 6. Donc le score est calculé comme ceci. Donc produit de IDF et TF avec cette formule. On me demande ensuite voilà, de faire un OR, c'est-à-dire quels sont les documents qui contiennent les termes draw ou art dans le champ appname. Donc c'est très simple. Donc on fait un get sur l'index, endpoint search, query, match, le champ est le champ appname, et on cherche draw ou art, tout simplement. En faisant comme ça, on fait un OR. Donc j'exécute et j'ai les documents qui contiennent draw ou art. Voilà. Donc avec ceux qui contiennent les deux qui ont un score plus élevé, évidemment. J'anticipe un peu la question suivante et on me demande. Alors déjà, invalidate, on va faire un validate, c'est intéressant pour comprendre comment est envoyée la requête bas niveau au moteur de recherche. Donc je vais faire, pour faire un validate de la query, on fait donc on adresse l'index et on fait un validate query explain et on demande un rewrite pour savoir comment elle est réécrite en syntaxe bas niveau de la requête. Qu'est-ce que j'ai comme erreur? Si j'enlève ici et si je fais juste ça, donc on va faire juste le explain comme ceci. Donc on a une requête qui accède, donc on cherche la chaîne draw dans le champ appname ou la chaîne art dans le champ appname. Alors, je pense que l'erreur que j'ai faite, c'est il faut faire un rewrite ici. C'est pour ça qu'il ne l'a pas reconnu. Donc le rewrite, voilà. Donc on fait soit un explain, soit un rewrite qui donne vraiment la syntaxe bas niveau. Comprendre le score. Donc comment se décompose le score du premier document trouvé pour la requête OR? Il me semble que c'est le document d'identifiant 1, mais je réexécute. Donc c'est bien 0,98 pour le document d'identifiant 1. Donc je fais un get sur l'index. Je sélectionne le document, puis je fais un explain et je saisis la requête sur laquelle je vais faire l'explain. Et donc la décomposition du score, alors c'est pareil, hein, comme c'est un petit peu verbeux, je vais réduire pour en extraire ou en expliquer vraiment l'essentiel. Voilà. Donc quand on fait un OR, donc on recherche le champ, on a le score du champ, enfin le score du token draw dans le champ ppname qui est de 0,11. Et qui est calculé de la même manière que décrite précédemment, avec la TF-IDF, et le token art dans le champ appname, donc le score est de 0,86. Et là, ce qu'on fait quand on recherche deux tokens différents, on va faire un plus, comme c'est un OR, et mon score est de 0,98, et c'est ce que j'ai ici, 0,98. Donc voilà comment est calculé le score quand on fait un OR. Donc un end, donc quels sont tous les champs qui contiennent les termes draw et art dans le champ appname, donc get, endpoint search. Est-ce que j'ai encore? Non, j'ai plus la requête dans le tampon. Donc je fais query, match. Donc le champ sur lequel on va faire la requête, c'est le champ appname. Et là, je ne mets pas tout de suite le texte. Je rajoute un bloc, ma query et le token draw et le token art. Par contre, il faut que je rajoute l'opérateur qui est l'opérateur end. Et là, quand je fais la requête, je n'ai que le document qui contient draw et art. Alors, il serait intéressant également de faire un explain pour voir la syntaxe bas niveau. En tout cas, un validate. Donc, je fais un get sur l'index suivi d'un validate et je veux faire un rewrite. J'ai déjà fait un explain tout simple ou un rewrite directement.
Voilà. Si je mets rien, je n'ai rien. Il faut mettre la query sur laquelle je veux faire un validate. Voilà. Et donc, le end est matérialisé par le plus devant les champs. Donc, je cherche draw dans le champ appname et art dans le champ appname, matérialisé par le petit symbole plus ici. Donc, voici pour une requête basique. Donc, corrigée dans la branche step 221 solution. Alors, pour expliquer l'exercice suivant, on va revenir au slide et vous montrer ceci. En fait, là, je vais montrer le type de requête qui est indiqué ici. En fait, c'est les requêtes que je qualifierais de requêtes à la papa ou requêtes un petit peu old school. Et c'est le type de requête où on mappait un champ de formulaire à un champ du document. Et on va tout d'abord poster le jeu d'essai. Voilà, c'est un index qui contient deux champs, appname et genre, qui sont de type chaîne de caractères. Et on me demande de trouver quels sont les documents qui contiennent les termes draw dans le champ appname ou le terme art dans le champ genre. Donc pour faire ce type de requête, on fait un get all devoxfr. Donc c'est pas cet index-là, c'est mf1 endpoint search query. C'est une requête booléenne. Alors c'est un OR, donc le booléen est un should. Et je fais un match. Je vais réécrire pour que ce soit un peu compact. Donc je cherche la chaîne dans le champ appname, la chaîne draw, et dans le champ genre, le token art. Alors, je vérifie la question pour voir si je ne me suis pas trompé. Donc draw dans appname et art dans le champ genre. Donc c'est bon. J'exécute la requête et j'ai donc l'ensemble des documents qui contiennent les tokens recherchés. Donc c'est un type de requête qui est un petit peu, en tout cas une façon de chercher qui a été un petit peu rendue obsolète par les nouveaux modes de recherche type champ unique, type Google pour ne pas les nommer. Google, quand on fait une recherche sur un moteur de recherche, disons, du marché. Donc, dans un premier temps, la solution dans la branche STEP 222 solutions. Donc, c'est un type de recherche qui a été rendu obsolète et actuellement, on va plutôt proposer à l'utilisateur un seul champ et on va répartir le texte à rechercher dans l'ensemble des documents de notre index. Donc, on me demande donc d'effectuer la même recherche que précédemment en appliquant ce principe, à savoir chercher les termes art ou draw dans les champs genre ou appname. Donc la requête s'écrit à peu près comme ceci, en tout cas comme ceci. Donc query, bool, should, donc match, donc je cherche dans le champ appname le token draw ou art et je cherche dans le champ genre les tokens draw ou art, tout simplement. J'exécute et donc j'ai mes résultats classés par ordre de pertinence décroissante. Alors, ce mode de recherche a un effet de bord que je vais illustrer avec un jeu de données dédié. C'est les mêmes champs, mais avec un jeu de données orienté pour mettre en évidence cet effet de bord. Donc, j'indexe les données et on me demande d'effectuer une requête de type booléen identique à la précédente pour rechercher les chaînes draw art. Donc, on va attendre ici, un petit peu ici. Voilà, donc je fais un. Alors, la requête est presque la même, donc pour aller un petit peu plus vite, je vais copier la requête. Par contre, l'index n'est pas le même, évidemment.
J'exécute la requête. Donc là, je n'ai pas, où suis-je? Donc effectuer une requête d'un draw art. OK. Ça n'est pas ce que j'attendais. Est-ce que j'ai bien injecté les données? Hop. OK. Donc, je vais la réécrire parce que le résultat ne correspond pas à ce que j'attendais. Je vais le supprimer. Voilà. J'injecte le jeu d'essai. OK. Et donc, query bullshoot text. Donc, je cherche dans le champ appname draw art et dans le champ genre token draw art. Il y a une virgule en trop. Voilà. Voilà. Donc là le résultat, il y a dû y avoir une coquille que je n'ai pas vue, mais en réindexant les données, j'illustre bien ce que je souhaite donc illustrer. Donc en fait, nous avons le document 2 qui contient la chaîne art dans le champ genre et la chaîne draw dans le champ appname qui a un score de 0,9, score supérieur à celui du document d'identifiant 1, qui contient les chaînes, qui contient simultanément dans le champ appname les tokens draw et art. Alors, si on considère que la proximité est un vecteur de sens, on aurait aimé que le document qui contient les deux champs recherchés dans le même champ ait un score plus élevé, ce qui n'est, en tout cas qu'il soit mieux mis en valeur, ce qui n'est pas le cas. Donc, de quels moyens dispose-t-on pour contourner ce type ou pour résoudre ce type de situation, ce type de problème? Voilà, donc j'ai dit. C'est ce qu'on appelle la recherche de type DISMAX que je vais faire maintenant. Search. Et je vais expliquer ce que c'est dans quelques instants. Donc on fait une query de type DISMAX. Ces champs-là, je n'en ai pas besoin pour le moment. Et donc ma query est identique à plus ou moins à la précédente. Donc c'est un match Donc dans le champ appname, je cherche draw ou art et dans le champ genre, je cherche les mêmes tokens. J'exécute la requête. Et donc là, j'ai bien le champ qui contient les deux tokens qui remonte, même si la différence est faible, néanmoins, il remonte avant le chaîne qui contient, le document qui contient les tokens art dans le champ genre et le token draw dans le champ appname. En fait, comment fonctionnent les requêtes de type DISMAX? En fait, le score qui sera affecté à un document correspondra au score du champ qui matche le mieux, de telle façon que ou en tout cas de telle sorte que les champs ne rentrent pas en compétition entre eux. Alors, ce mode de recherche a également un effet de bord que nous allons matérialiser par un jeu d'essai dédié. Donc, j'ai injecté les données et on me demande d'exécuter une requête de type DISMAX pour rechercher les deux champs de l'index, en tout cas pour rechercher les tokens Entertainment Arts. Voilà, donc je vais faire un get sur le deuxième index que j'ai créé.
search, query, thismax, donc c'est un match, et je cherche dans le champ appname les tokens donc je cherche dans le champ appname le token entertainment art et dans le champ genre les mêmes tokens. J'exécute la requête. Et donc ici, j'ai donc le même résultat pour les deux documents, ou en tout cas le même score pour les deux documents. Simplement, le document d'identifiant 1 contient uniquement le token art dans le champ genre et le document d'identifiant 2 contient et entertainment dans le champ genre et art dans le champ appname. On aurait donc voulu que ce document ait un score plus élevé que le précédent, ce qui a été gommé avec l'effet thismax. Donc comment faire pour contourner ce type de problème? Donc il faut faire des recherches de type thismax avec le tiebreaker que nous allons faire, ce que nous allons faire maintenant. Je vais recopier là, c'est exactement la même requête, ou en tout cas presque la même requête que précédemment. Donc c'est une query de type thismax. Donc on précise les queries, les requêtes qu'on souhaite faire. Simplement, on lui rajoute un tiebreaker. Et là, on va choisir un tiebreaker de 0,3. Donc je vais expliquer ce que c'est dans quelques instants. Et là, nous avons donc bien le champ, le document qui contient les tokens, chacun dans un field, qui a un score plus élevé que celui qui ne contient qu'un token dans un champ. Alors, on va un petit peu mieux comprendre ce qui se passe en analysant le score. Donc, on va prendre un seul document, comme ça l'explication sera plus claire. On va prendre le document d'identifiant 2 pour faire un explain du score obtenu. Donc, nous ne faisons pas un search, mais nous faisons un. Donc on filtre le doc, puis le document d'identifiant 2, puis un explain. Voilà, donc j'exécute. Donc voici la décomposition du score. Alors je vais faire comme d'habitude, je vais réduire un peu pour que ce soit un peu moins verbeux. Donc en fait, quand on fait une requête de type thismax avec tiebreaker, donc on a le score du champ qui matche le mieux. J'ouvre, c'est-à-dire la recherche du token entertainment dans le champ genre, qui est de 0,69. Plus le score du champ qui matche un peu moins bien, c'est-à-dire donc l'autre token recherché, modéré par le tiebreaker, qui est ici de 0,3. Et je vérifie. Donc on a bien un score comme calculé ici, c'est-à-dire 0,889. Donc le tiebreaker réduit les effets de bord quand on trouve les tokens dans différents champs par l'effet du tiebreaker. Donc en fait, quand on met un tiebreaker de 0, on a un effet thismax de 100%. C'est-à-dire que le score qui sera remonté sera le score du document, sera le score du champ qui matche le mieux. Plus on augmente le tiebreaker, plus on réduit l'effet thismax, jusqu'à une valeur de 1, qui est une valeur où on a une requête de type une requête booléenne classique, où on additionne le champ des scores. Alors les valeurs usuelles pour un tiebreaker sont de 0,3 à 0,4. Après, il faut expérimenter en fonction de vos cas d'utilisation. Il n'y a aucune valeur qui est à prendre au premier degré, en tout cas de valeur absolue. Voilà, on passe ensuite aux requêtes de type. Donc, réécrivez la requête précédente en mode multimatch. Alors, le mode de thismax étant un petit peu verbeux, on peut écrire les requêtes de façon beaucoup plus compacte avec ce qu'on appelle le mode multimatch. Donc, on fait un search, query.
et multimatch. Donc ma query, c'est la chaîne. Alors, on va la copier. Parce que le mot-clé, pour éviter les coquilles de copier-coller, enfin les coquilles de mauvaise orthographe. Ma chaîne recherchée est la chaîne Entertainment Art et je la cherche sur les champs appname et les champs genre. J'exécute. Alors pourquoi j'ai le même score? Parce que j'ai oublié le tiebreaker. Donc tiebreaker de 0.3. J'exécute et donc j'ai bien le même score que précédemment, à savoir 0,889 et 0,69. Alors d'un point de vue métier, on peut éventuellement considérer que le champ appname est beaucoup plus important pour les recherches que les autres champs. Comment faire pour donner à ce champ une pondération plus importante? Je vais vous en faire la démonstration dans quelques instants. Donc, ce sont des requêtes de type multimatch. Comme précédemment, simplement pour augmenter l'importance d'un champ, il faut lui rajouter un boost qu'on rajoute comme ceci. Donc un circonflexe suivi d'un boost qu'on souhaite mettre en place. Donc là, je booste, je mets une valeur de 4. Donc vous voyez qu'on est passé de 0,88 à 2,8. On a augmenté le score de ce document. Alors quand on met des boosts supérieurs à 1, on augmente l'effet, ou en tout cas l'importance d'un champ. Et quand on met des boosts inférieurs à 1, je vais mettre de 0,2 par exemple sur le champ genre. Donc regardez bien ici le score qui est de 0,69. Il va passer à 0,13. Parce que donc, ici, on ne trouve que le token art dans le champ genre. Donc comme il n'y a qu'un seul match et que le boost inférieur à 1 a été appliqué au champ genre, le score diminue. Donc voilà comment on est passé d'une requête multifield un peu complexe, un peu à la papa, à comment dispatcher et pondérer différemment quand on a un seul champ de saisie. Donc on va ensuite passer au partial matching et on va d'abord charger le jeu d'essai. Donc partial matching, voilà, et je poste mon jeu d'essai qui est tout simplement l'index de nom all devoxfr PM1 avec un index qui contient deux champs, le champ code de type keyword et le champ country de type keyword. Puis un post d'un jeu d'essai qui est une liste code country, enfin code pays et nom du pays, tronqué à la lettre F pour que ce ne soit pas un trop gros index. Donc, je poste mon jeu d'essai. Donc on va d'abord voir le partial matching sans modification d'indexation avec des types keyword. Et on va tout d'abord voir les préfixes query. Donc en vous aidant de la documentation en ligne, trouvez tous les pays dont le champ country commence par la chaîne BA. Là, on ne va pas s'aider de la documentation en ligne, on va simplement s'aider de l'autocomplétion. Donc j'interroge cet index, endpoint search, on me demande de faire une query de type préfixe. Préfixe, et donc j'ai ma requête qui est quasiment saisie. Il suffit juste de saisir le champ et la valeur BA. Et j'exécute. Et donc j'ai tous les pays dont le nom commence par BA. Donc Bahamas, Bahreïn, Bangladesh et les Barbades. Sur une liste tronquée. Ma liste, je vous rappelle que ma liste s'arrête les deux pays s'arrêtent à la lettre F. Ensuite, on me demande, en mettant de la documentation en ligne, de trouver tous les pays dont le champ country contient la chaîne repu. Donc toujours un get devoxfr, nom de l'index, ne pas oublier le endpoint search, donc query, de type regexp. Voilà. L'autocomplétion est aussi suggère la réponse. Donc je cherche sur le champ country la chaîne repu. J'exécute. Ah, je n'ai rien. Alors quand on a ce type de problème, c'est toujours sympa de faire un bon outil d'analyse,
c'est le endpoint de validation de la requête. Et quand j'exécute, j'ai la chaîne répu. Et si je vois comment est faite la précédente, celle que j'ai fait précédemment, qui était la préfixe query, on voit qu'il m'a mis une petite étoile ici. Donc si ça se trouve, ce qui me manque ici, comme c'est une regex, il me manque peut-être tout simplement l'expression régulière adéquate. Voilà, donc je fais en gros l'équivalent d'un % du SQL. Et là, j'ai ma réponse. Ou mes réponses, en tout cas, qui sont toutes les chaînes qui contiennent le terme répus, à savoir la République centrafricaine, Central African Republic, Congo Démocratique République, etc. Alors, ces deux premières requêtes ont été faites sur des champs de type keyword. Alors, la documentation officielle demande à utiliser ce type de requêtes avec parcimonie parce qu'elles ne sont pas performantes, spécialement quand on a des index très volumineux. On va maintenant voir le match phrase-préfixe. Donc, en vous aidant de la documentation en ligne, pour la syntaxe, trouvez les documents dont le champ country commence par Kong. On va faire un get sur le champ all devoxfr query. J'ai oublié le endpoint search. Query. Donc match phrase préfixe. Donc je ne mets pas de la documentation en ligne, mais uniquement de l'autocomplétion qui me fournit la structure de ma requête. J'interroge le champ country et je cherche à connaître donc les chaînes de caractères qui contiennent Kong. J'exécute et je n'ai rien. Alors c'est étonnant. Donc on a chargé le jeu d'essai avec les scripts qui ont été procurés effectivement. Et la recherche est infructueuse. Alors, pourquoi? Alors, toujours les mêmes éléments d'analyse quand on a un problème comme ça. On utilise l'outillage à notre disposition pour comprendre ce qui se passe. Je vais faire un validate. Et puis un explain. Et je trouve un petit peu louche que il n'y ait que Kong ici, sans étoiles, sans rien du tout. Alors, ce que je trouve aussi un peu bizarre, c'est que ce que je vous ai dit aussi, c'est que les types d'indexation du champ country, c'est le type keyword. Alors, je vais tout simplement retester la même requête, mais sur un jeu d'essai où le champ country est indexé différemment. Je récupère le jeu d'essai et je vous montre les données. Alors, j'ai déjà indexé. Et je vous montre les données. En fait, là, on a un index qui s'appelle alldevoxfr PM2, pour lequel le champ country est indexé au format texte. Alors également de façon imbriquée au format keyword, mais le premier type est le format texte, c'est-à-dire chaîne de caractères analysée. Donc, je reviens à mon IDE et je refais la requête. Alors, comme je souhaite aller vite, je vais recopier la requête, qui est exactement la même, simplement elle se fait sur l'index qui s'appelle alldevoxfr PM2 que je viens de créer. Et là, j'ai une réponse. Donc, je fais un validate pour comprendre la différence, en tout cas ce qui s'est passé lorsque j'ai changé le type d'indexation. Donc, je vais faire un validate, explain. Et donc, du fait que le type ait été changé et soit passé au format texte, l'explanation ici est différente. Et on a notre chaîne qui est jokerisée ici avec l'étoile. Voilà. Donc, alors, gardez bien à l'esprit que quand on fait un match query, la jokerisation, en tout cas la chaîne incomplète, la requête ne fonctionne que si la chaîne incomplète est la dernière des tokens saisis. Donc, si je cherche ici, par exemple, répu, je change de chaîne.
Donc ça marche parce que République est le dernier. Par contre, si je cherche ici, si je mets la chaîne incomplète de ce côté-ci, ça ne fonctionne pas. Alors, de la même façon que pour les deux requêtes précédentes, hein, la regex et la préfixe query, la match phrase préfixe est également à éviter car elle est inefficace. La documentation officielle préconise plutôt l'utilisation d'un completion suggester ou d'un index time search as you type. Donc ce dernier sera l'objet de l'exercice suivant. Et donc nous allons faire un partial matching avec modification de l'indexation. On me demande, en m'aidant de la documentation en ligne, de créer un index de type index time source as you type que j'appellerai all devoxfr pm3. Donc je crée un index comme ceci. Alors je ne vais pas m'aider de la documentation parce que je sais comment faire. Donc je crée un index, donc c'est dans la partie settings. Je crée une chaîne d'analyse personnalisée qui contient un filtre et un analyseur. Voilà la structure de ce que je vais créer. Donc mon filtre s'appelle AC-filter et il a un type qui est le type edge ngram. Cet type a deux entrées, le mingram qui est de 1 et le maxgram qui est de 0, qui est de 20, pardon. J'ai oublié une virgule. En fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on a fait? Une petite explication. Donc, en fait, un ngram, c'est une structure spécialisée pour la recherche search as you type. Et en fait, quand on indexe la donnée, c'est comme si on avait une fenêtre glissante attachée à la première lettre. Et par exemple, si on indexe, comme si on glissait avec un pied à coulisse sur le mot. Donc, si on indexe la chaîne Congo, et en supposant qu'on ait un mingram de 1 et un maxgram de 5, on indexerait la lettre C, les tokens C, le token CO, le token CON, le token CONG, etc. Donc c'est à ça que correspond le mingram et le maxgram. Donc mon filtre est défini, je peux définir mon analyseur personnalisé que j'appelle AC Analyzer. Cet analyseur a un type custom. Pour définir un analyseur, il me faut un tokenizer. Et le tokenizer est de type standard. Et il me faut une chaîne de filtres matérialisée par un tableau. Le premier filtre sera tout simplement un filtre qui réduit la casse, donc lowercase filter. Et le deuxième filtre est le filtre customisé que je définis ici, le AC filter. Donc voilà, j'ai défini ma chaîne d'analyse. Alors, et remarquez que je ne redéfinis pas certains éléments parce qu'ils sont présents out of the box dans Elastic, donc je me contente de les invoquer. Chaîne d'analyse définie, il faut que je crée mon mapping personnalisé grâce au mot-clé mapping pour l'index doc, parfois pour le type doc, avec les properties suivantes. Donc j'ai un code qui est de type keyword et j'ai un champ country qui a d'abord un type keyword, mais qui a également des champs imbriqués grâce au mot-clé fields. Et ces champs imbriqués, le premier sera le champ autocomplete qui aura le type texte
et qui aura un analyseur de type AC Analyzer, donc le type que j'ai défini précédemment. Donc là, il me manque, là, je pense que c'est une virgule et pas un deux points. Là également, une virgule et pas un deux points. Alors, il y a une petite subtilité quand on définit ce type d'index, c'est qu'on va définir l'analyseur utilisé à l'indexation et l'analyseur défini au search, avec le mot-clé Search Analyzer. Je vais expliquer pourquoi dans quelques instants. Le Search Analyzer sera l'analyseur standard. Voilà, donc j'ai créé toute ma chaîne d'analyse. J'exécute pour créer mon index. Donc voilà, tout s'est passé correctement. Alors pourquoi est-ce que j'ai défini ici un analyseur d'indexation et un analyseur de search? En fait, quand on fait une recherche et que l'utilisateur va saisir des mots, donc il va saisir le premier caractère, E, et on va exécuter la requête. Il va saisir EL, on va exécuter la requête. Donc il n'est pas nécessaire de faire sur cette chaîne saisie de nouveau une analyse de type autocomplete. Ça serait une perte de temps parce qu'on souhaite faire l'analyse directement sur ce que saisit l'utilisateur. Donc le Search Analyzer peut être l'analyseur standard. Donc j'injecte mon jeu d'essai que j'ai déjà préparé. En fait, c'est tout simplement une injection de données sur l'index que je viens de créer. Le temps que l'ordi me rend la main. Voilà, mon jeu d'essai est injecté. Donc je vais faire dans un premier temps une analyse. Donc je vais faire un get sur l'index endpoint analyze. Je vais analyser le texte République, par exemple, République, et je veux voir comment se comporte sur ce texte le champ, l'analyseur du champ country field, le champ de nom country.autocomplete. Donc en résultat, j'ai les tokens R, RE, REP, REPU, etc. etc. Voilà, donc ça se comporte bien comme je le souhaite. Et donc je peux tester mon nouvel index avec, là du coup, tout simplement sur le endpoint search, une query de type match. Et le champ, rechercher le champ country. Et donc ici, je mets par exemple la chaîne Répu. Et donc j'ai toutes les chaînes qui contiennent République, voilà, etc. etc. Voilà. Et là, ça fonctionne même quand le token est au milieu de la chaîne. Si je mets ici des mots, voilà, j'ai la Congo démocratique république. Donc voilà comment fonctionne un Edge-Ngram Analyzer. Et c'est une des structures conseillées pour les recherches de type Search as Type. Donc solution dans la branche STEP 243 solutions. Dernier point à aborder, les spécificités du langage. Donc notre index de travail est l'index all devoxfr filter que nous avons déjà utilisé pour les filtres. Et on me demande de faire une requête de type match sur le champ appname pour la chaîne photo. Donc je vais tout simplement faire un get sur le endpoint search query de type match champ appname et je cherche la chaîne photo au pluriel. Donc je n'ai rien. Alors cette requête ne permet de trouver aucun document. Pourquoi? Alors c'est toujours pareil, hein, quand on a ce type de problème, on va faire une analyse de ma chaîne. On va faire un get suivi d'un search, une analyse, pardon. Donc je fais un analyze, j'analyse le texte photo pour voir comment mon analyseur se comporte, ou l'analyseur du champ associé
l'analyseur associé au champ se comporte. Donc field, c'est le champ appname. Donc si j'indexe photo au pluriel, eh bien j'ai photo au pluriel, hein, ce qui est logique puisque que je vous ai expliqué au début que l'analyseur standard ne fait que réduire la casse, il ne modifie pas les mots. Donc on va quand même vérifier ce qu'on a dans l'index. Donc on va faire un get suivi d'un search sans rien pour avoir un petit peu ce qu'il y a dans l'index. Alors là, on constate que photo est saisie au singulier. Donc quel test pourrait-on faire pour trouver un ou des analyseurs adéquats sans indexation de données? Alors moi je dirais que ça doit être à rechercher du côté de ce endpoint. La requête va être plus ou moins analogue à celle-ci. Simplement, je souhaite savoir comment analyser la chaîne photo pour, par exemple, un analyseur plutôt qu'un champ. Et là, je saisis l'analyseur que je souhaite tester. Et de par ma connaissance d'Elastic, je sais qu'un analyseur spécifique à la langue va réduire l'inflexion d'un mot. Donc, quand on utilise un analyseur spécifique au langage, un petit peu comme ici, on va avoir une série de token filters qui vont faire différentes choses, et notamment la réduction de l'inflexion des mots, c'est-à-dire une réduction du mot à sa racine. Donc ça me semble être une piste intéressante. Donc je vais tester l'analyseur de type English, qui est présent de façon out of the box dans Elastic. Et là, la chaîne photo au pluriel est tokenisée en photo au singulier. Donc c'est ma piste de recherche. Donc pour augmenter le recall, c'est-à-dire augmenter le filet de recherche pour donner des résultats à mon utilisateur, je pense qu'une indexation avec un analyseur spécifique à la langue serait intéressante. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais créer un index de nom alldevoxfr langue 1 qui a le mapping ci-dessous. Donc je vais créer un index de façon un petit peu différente que précédemment. Donc je vais déjà créer un index vide sans mapping avec cette requête. Et ensuite, je vais créer son mapping avec le endpoint mappings, en précisant le type, parce qu'on est encore en version 6 d'Elastic. Nous avons ici donc le mapping, les properties. Et nous avons donc un champ appname de type texte, mais il a également un champ, on me demande aussi de créer un sous-champ fields de type texte, mais avec un analyseur English. Donc fields, donc nous avons ici le champ qui s'appelle English. Je lui donne comme nom English, comme demandé dans le texte. Et il a un type texte, mais il a un analyseur English. Présent out of the box dans Elastic, donc je n'ai pas besoin de le déclarer. Et je vais faire exactement la même chose pour le champ genre. Voilà. Donc là, je peux créer mon index. Voilà, l'indexation s'est bien passée. Je vais rajouter les données. Mon jeu d'essai est présent à ce niveau. Donc, il consiste tout simplement en l'injection du jeu d'essai sur un index de nom alldevoxfr langue 1. C'est l'index que je viens de créer. Donc, j'exécute. Je reviens sur la console, sur le terminal.
et j'exécute le script qui injecte les données. Ensuite, donc, on me demande de faire là une requête de type multimatch bestField uniquement sur le champ appname. Pour rechercher la chaîne photo au pluriel, donc get, search, donc une query de type multimatch, et cette query est pour rechercher le token photo sur le champ appname. Voilà, je n'ai rien. Donc ce que je constate, effectivement, je constate que ça n'a pas de réponse. Qu'est-il possible pour augmenter le recall de cette requête? Alors, pour aller vite, je vais copier la chaîne. Eh bien, je pense que je pourrais, par exemple, rajouter à mes fields le champ appname.english, de telle sorte que la requête s'effectue sur les deux. Et j'exécute. Et là, j'ai ma réponse parce que je fais la requête sur un champ infléchi. Je peux même le contrôler avec une validation ou une analyse du champ. Donc si je fais un get all devoxfr analyze, analyze, j'analyse le texte à analyser et le texte photo au pluriel, et je peux tester comment se comporte le champ appname.english. Donc quand je lui donne photo au pluriel, il l'indexe comme photo au singulier. Donc c'est pour ça que cette recherche-là est fructueuse. Donc voilà pour la recherche spécifique à la langue. Alors un élément que j'ai omis de vous dire, puisque je l'ai évoqué, j'ai parlé de requêtes de type multimatch, bestField. En fait, quand on fait une requête de type multimatch, par défaut, son type est un type bestField, c'est-à-dire la dismax avec tiebreaker éventuellement. Sachez qu'il existe d'autres types ici qui sont le crossfield et le mostfield, et je vous invite à voir la documentation pour voir quelle est leur utilité. Mais quand on fait un multimatch comme ça sans rien, c'est un type bestfield. Alors, dernière partie, on va juste voir comment charger le jeu d'essai un petit peu compliqué, et l'exercice 3, comment démarrer l'exercice 3, qui est plus un exercice qu'on va, en tout cas une façon de faire qui va correspondre plus à ce qu'on fait en entreprise, c'est-à-dire un jeu de données un peu complexe et un tâtonnement qui permet de se diriger vers une indexation intéressante, efficace pour des cas d'utilisation search as type, par exemple. Donc, je vais me positionner sur la branche kit de travail. Quand je me positionne sur cette branche et que je vois ce que j'ai sous le répertoire data, j'ai mon jeu d'essai qui s'appelle Google Play Store.csv, qui est un jeu d'essai provenant, comme je vous l'ai dit précédemment, de Kaggle. Ce sont des données d'applications disponibles sur le Play Store, en tout cas d'informations sur ces données. Et le deuxième fichier, le fichier ls Google Play Store Conf, qui est la configuration Logstash nécessaire au chargement. Quand je regarde cette configuration, je vois le fichier Logstash qui est constitué de 3 parties. Une partie input qui contient notamment l'endroit où il y a mon fichier CSV à charger. Remarquez ici le TP/Elastic, j'y reviens dans quelques instants. Vous avez la partie filter, qui sont les traitements, ou les traitements qu'on effectue sur les analyses à injecter. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie output, qui redirige vers c'est l'endroit où on va injecter les données. Là, on les injecte tout simplement sur un localhost, sur un Elasticsearch qui tourne sur le localhost port 9200, et en créant l'index qui s'appelle alldevoxfr gstore v1. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un lien symbolique en fait /TP Elastic? C'est tout simplement pour
en fait, pour avoir quelque chose qui est un petit peu indépendant de la plateforme, de façon à pouvoir charger mon fichier de données. Donc, si je fais un ls/tp, j'ai déjà créé le lien symbolique, en fait, et le TP Elastic pointe sur l'endroit où il y a les données à charger. Et si je fais un ls- en fait, ceci pointe sur l'endroit où il y a mon jeu d'essai. Donc pour charger un jeu d'essai avec Logstash, il suffit simplement de pointer sur l'endroit où il y a le binaire de Logstash, hein, donc Logstash, la version bin, et le sh Logstash qui permet de lancer de charger les fichiers, -F, et on pointe sur la configuration Logstash de chargement. On pointe sur la configuration Logstash de chargement et j'exécute. Et donc, en lançant ce script, je vais charger mon jeu d'essai. Donc, je vais préparer déjà vous voyez là, je n'ai pas d'index. Cet index n'existe pas encore. Si je cherche des données dessus, donc ça mouline un petit peu. C'est Logstash qui... Voilà, Logstash est en train de se lancer pour charger le jeu d'essai. Et la machine chauffe un petit peu. Donc là, j'injecte mes données. Si j'en fais un get sur l'index, l'index a été créé avec les règles d'inférence, parce que je n'ai pas créé d'index avant. Les règles d'inférence par défaut. Et si je fais, alors on ne va pas faire un search, on va faire un count. Le count me permet de savoir que j'ai injecté un fichier qui a 10 840 lignes. Et si je fais un search, j'ai donc les documents que je viens d'injecter, paginés à la pagination par défaut d'Elastic, c'est-à-dire une dizaine de résultats environ. Nous avons fait donc une grosse partie du TP. Donc je vous remercie de votre attention. Sachez, ou en tout cas n'oubliez pas que l'ensemble du TP est disponible en ligne grâce à cette URL shortenée. Elle va vous renvoyer vers un document Google qui contient l'ensemble du TP. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Elasticsearch.